Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je veux juste remercier tout le monde qui a participé ou qui a regardé le premier live stream de recap de la chaîne. Ça a été vraiment une expérience super le fun, j'ai trippé à faire ça jeudi dernier et donc on va remettre ça cette semaine, on va recommencer. Et donc, ça va se passer ce jeudi, encore une fois, à 7h15 environ, qui va durer environ 1h et demie, le temps, entre 1h et 1h30, le temps qu'on jase de tout. Il y avait plein de questions, plein d'affaires à discuter la dernière fois. Donc, écoute, j'ai hâte de remettre l'expérience. Et donc, je vous invite sur ma chaîne YouTube, Raph Mairet 18, à 7h15 le soir, le jeudi, donc après l'épisode. Donc, j'ai très hâte de vous y retrouver et on va commencer l'épisode d'aujourd'hui maintenant. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui s'est ouvert sur la suite de la compétition, de la cérémonie, du veto. Et dans cette cérémonie-là, on avait vu donc Eddie qui a remporté le veto grâce à la participation de Carl à l'épreuve du veto pour lui. Donc, Carl a remporté l'épreuve et donc Eddie a remporté le veto. Eddie utilise le veto pour se sauver, ce qui ne surprend à peu près personne. Et là vient le temps de la nouvelle nomination, ce qui nous avait été masqué lors de l'épisode de jeudi soir. Et là, on s'était fait balancer un peu deux scénarios potentiels. Soit PL, il va avec l'option safe qu'il a planifié depuis le début de la semaine, ou presque, et il va mettre Léo comme pion pour solidifier l'élimination de Stéphane Fallu. Ou sinon, il va décider de jouer gros et mettre Michel sur le bloc, ce qui garderait Fallu dans la maison fort probablement, parce qu'on sent un mouvement de la part de certaines personnes qui veulent éliminer Michel. Donc, ça, c'était les deux options. Honnêtement, lorsqu'on en parlait jeudi pendant le direct ensemble, j'avais peut-être le feeling que PL allait y aller avec un gros move et mettre Michel pour essayer de calmer la colère des filles envers justement Michel et la première semaine et le fait que l'alliance, la grosse alliance des filles avec les filles de la maison n'existait en fait pas. Mais finalement, PL est allé avec l'option safe, est allé avec l'option qui allait dans la même lignée que tout son plan depuis le début de la semaine, qui était d'éliminer Stéphane Fallu et a nominé donc Léo à ses côtés. Et je pense que au moment de la nomination, tout le monde le savait dans la maison, ça risquait d'être Fallu qui allait partir cette semaine. Léo est un pion. Léo était clair et le genre de joueuse que j'ai le feeling qu'on va voir plusieurs fois sur le bloc et qui va déjà, dès le début, c'est donner cette réputation de joueuse qui va souvent être sur le bloc pour s'assurer que les autres partent, parce que personne ne voit Éléonore présentement comme un danger. Et donc, il n'y a aucune raison pour personne de vouloir éliminer Éléonore. Ce qui est intéressant qu'on a vu par après la cérémonie du veto, c'est qu'on a vu PL nous expliquer pourquoi le plan de mettre Michel sur le bloc existait, puis pourquoi nous, on s'est fait dire que c'était une possibilité. La raison, c'est qu'il voulait utiliser le nom de Michel pour, comme si on veut, stratégie pour se faire donner de l'information par les autres gens dans la maison. Donc, en faisant miroiter l'idée que Michel allait peut-être être sa cible cette semaine, ben des gens comme Trana ou comme d'autres filles de l'Alliance des filles, et même à la limite Guylaine et tout ça, allaient lui parler pour lui donner de l'information. Je pense que PL est un joueur qui veut énormément contrôler le flot de l'information, donc où l'information va circuler et comment dans la maison, et il veut en avoir le plus possible. Ce faisant, en utilisant le plan de potentiellement mettre Michel sur le bloc, mais lui, il s'assure que les gens viennent lui parler pour soit confirmer ce plan-là ou infirmer ce plan-là. Puis peu importe lequel des deux options les gens visent, ben ils vont parler à PL pour lui, justement, essayer de le tirer d'une direction ou l'autre. Fait que lui, il fait juste recevoir plein d'informations puis il peut prendre la décision qu'il veut. Mais honnêtement, je pense que la décision dans sa tête était claire et c'était de mettre Léo pour éliminer Fallu. Et on a vu justement que Guylaine y était pour beaucoup à cette élimination-là. Je pense que Guylaine était celle qui tirait le plus les ficelles pour mettre Fallu sur le bloc et pour éliminer Fallu. Et je comprends pourquoi pour Guylaine, c'est le bon move. Fallu était comme de trop dans son plan. Je pense que Guylaine a déjà un plan établi dans sa tête. Et Fallu devenait comme l'élément qui ne correspondait pas à ce qu'elle avait dans son plan. Et donc, d'essayer de mettre une cible dessus et de le faire éliminer par PL sans que ce soit elle qui reçoive le backlash, semblait être son option la plus logique. Après ça, est-ce que c'est un bon move et est-ce que ça va revenir contre elle? On le sait pas. On a déjà vu les filles commencer à
à penser à être tanné que Guylaine contrôle, ou en tout cas pense qu'elle contrôle la maison. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Dans la suite des nouvelles sur la COVID et son impact dans la maison, on a vu Valérie qui est devenue positive à la COVID et donc qui a dû s'isoler dans la chambre du patron avec les autres confinés dans la maison. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là nous a permis un peu plus de voir comment les gens qui étaient confinés dans la maison vivaient. Ils ont fait une espèce de confessionnal bâtard dans la chambre même, ce qui fait en sorte que quand la personne en question, que ce soit Valérie ou n'importe qui, fait un confessionnal, les autres sont dans la salle de bain avec des écouteurs pour pas entendre ce qu'ils se disent. Encore une fois, ça prouve pour moi que la prod s'est vraiment adaptée à la situation. On a trouvé des solutions pour permettre au jeu de fonctionner malgré qu'il y ait la COVID dans la maison même. Et ça, je trouve ça super impressionnant, je trouve ça génial. Et ça prouve que la prod est commise à faire les choses, à non seulement garder la sécurité des joueurs, ce qui est la priorité, mais en même temps d'essayer de garder la game la plus intacte possible en fonction de cette réalité-là qui est la pandémie et la COVID dans la maison. Et donc, c'est pour ça, la production, je leur lève mon chapeau. Ils sont géniaux à ce niveau-là. Ce qui est drôle aussi de voir avec les gens confinés, c'est que sans que ce soit une alliance ou quoi, tu vois vraiment qu'il y a une espèce d'amitié puis de lien qui se crée entre ces gens-là. Et sans que ce soit peut-être une alliance officielle ou quoi. Puis je trouve ça drôle que Michel ait niaisé à ce niveau-là d'ailleurs. Je trouve que le fait que ces gens-là aient été confinés ensemble, ça va peut-être justement créer des liens qui vont être forts entre eux, qui, sans que ce soit par un jeu d'alliance ou un jeu de regroupement volontaire, va faire en sorte que ces gens-là vont peut-être développer des affinités et vont avoir peut-être envie de se protéger plus tard dans l'aventure. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les ramifications de cet isolement-là collectif de ce groupe-là sur la game par la suite. Parce qu'on est encore juste à la semaine 2. Il y a encore énormément de choses qui vont s'en venir. On a encore, je pense, quelque chose de 13 semaines, 11 semaines sur un total de 13 de jeux à venir. Donc il va encore se passer beaucoup de choses et peut-être que cette courte période qui ont passé ensemble va les solidifier pour quelque chose de plus tard dans la game. Par contre, la bonne nouvelle en lien avec la COVID, c'est que Eddie est de retour dans la maison. Il a fini son confinement, il a eu ses tests négatifs, il fait plus de fièvre, il est en santé et il peut réintégrer la game. Et ça, c'est super le fun. Pour moi, c'est un signe ultra positif que la saison de Big Brother va survivre à la COVID. Le fait que Eddie soit capable de réintégrer, le fait qu'ils ont trouvé des manières de pallier au fait qu'il y ait la COVID dans la maison, me fait croire que un jour, la game de Big Brother va pouvoir se jouer sans penser à la COVID, parce que à date, en 2 semaines, ça a eu un impact sur la game. Et là, j'espère que ça va être une des dernières semaines qui va être impactée par ça. Je pense que la semaine 3 va l'être encore, mais idéalement, après ça, si ça peut être fini, ça serait vraiment le fun. Donc, je suis très content du retour d'Eddie. Je suis content qu'il ait pu survivre à la semaine, en plus, considérant qu'il était sur le bloc. Je pense que Carl est très content de le voir. T'en as d'autres qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise de le voir, genre PL qui l'avait mis sur le bloc. Et justement, parlant de ça, dans une conversation entre Eddie et Carl, Eddie dit clairement à Carl que son plan, plan dans le futur, c'est de se venger de PL. Et ça, c'est ce que j'avais hâte de voir. Maintenant qu'Eddie a survécu au bloc, mais a quand même été nominé par PL, PL s'est fait un ennemi. Et là, j'ai hâte de voir comment cette relation-là de rivalité entre les deux va alimenter la game dans la suite des choses. Est-ce que PL va manipuler des gens pour essayer de sortir Eddie avant qu'il reçoive les contre-coups? Ou est-ce que Eddie va aller chercher le pouvoir volontairement pour se venger de PL? Ce qui pourrait lui permettre d'éliminer un joueur avec une excuse logique de la chose. Ça reste à voir, mais ça pourrait être une ligne directrice vraiment intéressante. Puis cette conversation-là entre Carl et Eddie a aussi réaffirmé ce que j'avançais la semaine passée quand je disais que le fait que Carl ait remporté le veto pour sauver Eddie va vraiment les solidifier entre eux, même au-delà de la game. Puis c'est vraiment un peu ça qu'on voit Eddie dire. Ce que tu as fait là, ça dépasse la game. C'est incroyable. Puis ça nous a bandés, puis t'es ma seule vraie alliance. Puis j'ai vraiment le feeling que Eddie et Carl sont justement dans cette position-là, que sans être un power couple au sens amoureux de la chose, ils pourraient l'être au niveau du jeu. Ce qui peut être très bon pour eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire confiance absolument, ou qui peut être dangereux parce que les gens vont les associer comme un duo fort et vont vouloir les éliminer. Fait que ça reste à voir. Mais d'un point de vue humain, c'était une très belle scène. Je suis content de revoir Eddie à la maison. Je suis content de voir que ça va créer peut-être des tensions entre lui et PL qui va vouloir se venger. Et ça a donné la naissance à l'alliance Tinky Winky entre Carl et Eddie. Alliance Tinky Winky qui nous a été présentée avec le plus beau
graphique, c'est comme le plus beau truc de montage depuis le début de cette série au Québec. Et c'est la face de Cal dans un soleil à la Teletubbies. J'ai tellement ri. Et pour de vrai, les monteurs, pour le côté humoristique du show, ils l'ont à fond. Et ça a été le meilleur exemple, je pense, un des meilleurs exemples sinon, depuis le début de Big Brother au Québec. Et j'ai vraiment trouvé ça hilarant. On apprend par contre que Trana est elle aussi positive à la COVID, une joueuse de plus. On s'y attendait que ça allait probablement continuer de se propager. La différence entre Trana et Valérie, c'est que Trana a décidé de passer son confinement à l'extérieur de la maison. Comme Big Brother l'a répété souvent, il donne tout le temps le choix aux joueurs de décider ce qu'ils veulent faire. Et je pense que pour Trana, pour sa personnalité, c'était mieux d'aller s'isoler que de rester dans la maison avec les autres. Et elle a amené un point intéressant, c'est que pour elle, ça va lui permettre de se reposer. Et c'est vrai que les joueurs dans la chambre des confinés, comme ils l'appellent, sont encore peut-être vraiment, se sentent encore plus présents dans la game, ce qui fait en sorte que le stress, la paranoïa est encore là et ils vont peut-être pas avoir le temps de se reposer. Trana peut utiliser cette semaine-là, on estime que ça va être une semaine, cette semaine-là pour justement se reposer, se ressourcer, décrocher un peu parce que c'est très difficile mentalement la game de Big Brother et elle va pouvoir revenir dans la maison plus forte que jamais. Et ça va être intéressant à suivre comme histoire. Et l'autre point que j'ai trouvé intéressant de cette scène-là, c'est qu'on a vu Claudia, Éléonore, tout ça, dire que Trana allait être protégée si elles étaient en contrôle de la situation la semaine prochaine. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a, tu sais, on se demandait la semaine passée avec l'affaire des 3 mousquetaires, est-ce que Trana en faisait partie ou non? On disait que non, mais là, Éléonore a clairement mentionné la 4e mousquetaire, donc j'ai le feeling que Trana, sans être comme au cœur de cette alliance-là, est quand même dans ce groupe-là et a leur loyauté et tout ça. Donc, là, le fait que Trana soit partie cette semaine, mais que les filles soient prêtes à la protéger, me prouve que finalement, leur loyauté est solide. Et avant de partir au vote d'élimination de la semaine 2, on a vu une scène où des images ont été diffusées dans le salon. On avait vu une affaire un peu similaire la saison passée à Big Brother Célébrité saison 1. Dans le fond, généralement, quand avant le vote d'élimination, on voit quelque chose se présenter sur l'écran dans le salon, mais ça indique qu'il va falloir étudier pour la prochaine compétition du patron. C'est pas nouveau, ça se passe tout le temps dans les autres versions de Big Brother. Ça s'est même déjà passé au Québec. Et là, on voit les joueurs se mettre à étudier ce qui ressemble à des images de cartes de boxe avec différents rounds, différentes personnes et plein d'informations et plein d'erreurs et plein de trucs particuliers dont les joueurs vont devoir se souvenir. Et là, on les voit commencer à étudier et les gens pensent que ça va être toute la nuit, fait qu'ils vont devoir, qu'ils vont avoir le temps d'y réfléchir. On voit justement certains partir faire autre chose, notamment PL qui s'en fout parce qu'il est patron et il peut pas participer, mais Marc-Antoine qui décide d'aller aux toilettes pendant qu'ils sont diffusés, croyant que les images vont être là toute la nuit. Et en fait, non, ils sont disparus très vite. Et ça a donné absolument peu d'infos, ça a donné très peu de temps aux gens pour mémoriser tout. Et là, Marc-Antoine a fait un move que j'ai vraiment trouvé brillant. C'est qu'il a utilisé cette opportunité-là pour faire en sorte que tout le monde allait collaborer pour se souvenir de tout ensemble et finalement réégaliser, si on veut, le niveau de jeu pour tout le monde. Parce que lui était clairement désavantagé parce qu'il l'avait pas vu. Fait que là, en faisant en sorte que tout le monde collabore et s'entraide, il peut camoufler le fait d'avoir autant d'informations que les autres par le fait que tout le monde veut s'aider puis avoir les chances égales. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que lui qui aurait pu, à cause de cette erreur-là, de jugement de partir pendant que les informations étaient affichées, il aurait pu manquer tout le challenge grâce à ça. Mais là, il a réussi à faire en sorte d'avoir un coup de main de toute la maison juste en faisant la promotion de cette situation, cette stratégie-là d'entraide. Et j'ai trouvé ça brillant. Puis, mais au final, j'ai hâte de voir les résultats de cette compétition-là. Puis, j'ai toujours aimé les compétitions de même où c'est plus de la mémoire ou des choses comme ça. Ça permet des patrons qui sont pas nécessairement tout le temps les patrons qu'on aurait pu imaginer gagner des challenges, qui les remportent. Donc, j'ai hâte de voir la suite de cette épreuve-là. Et là, finalement, on passe au vote d'élimination. Moi, déjà, à la base, le fait d'avoir vu aucune scène qui mentionnait le vote d'élimination avant le vote d'élimination m'a prouvé qu'il n'allait pas avoir de revirement de situation. La nomination de Léo était le dernier clou dans le cercueil de Stéphane Fallu. Et on a pu voir les discours où, justement, Éléonore demandait aux gens de la garder dans la maison.
Stéphane qui remerciait tout le monde pour l'expérience puis qui espérait quand même rester. Mais encore une fois, ça sonnait vraiment comme un message d'adieu puis ça me gosse que les célébrités font ça. C'est comme s'ils savent déjà à l'avance qu'ils sont faites et qu'il y a aucun suspense quant à qu'est-ce qui va réellement se passer. Est-ce qu'il va y avoir un changement de dernière minute? Je pense que c'est une semaine qui, au final, était assez prévisible à la fin. Et c'est un petit peu la même chose qui s'est passé la semaine passée. Donc, j'ai hâte d'avoir une vraie semaine où là, le vote va être déchiré et où la situation pourrait changer d'une minute à l'autre. Et qu'on ait vraiment une lutte à la fin de la semaine pour savoir qui va rester ou non. Et donc, sans grande surprise, les joueurs vont voter, incluant les joueurs confinés, et c'est par un vote de 13-0 que Stéphane Fallu est éliminé et évincé de la semaine 2. Donc, la maison de Big Brother s'est tenue unanime pour éliminer Stéphane. C'est pas rien contre Stéphane au sens que je m'attendais pas à ce que ça soit un vote. Je m'attendais soit à un vote unanime ou à un vote assez pas serré pantoute, comme avec un 12-1, comme un petit peu comme on a vu la semaine passée. Je m'étais dit peut-être que les gens vont lui lancer des votes de pitié, mais je savais, quand j'ai vu Léo sur le blog, que Fallu s'en allait. Finalement, la maison s'est tenue ensemble pour pas élever de suspicion, pour pas avoir l'air de déroger du plan qui était organisé. Et donc, on a décidé de jouer safe à ce niveau-là. Un Fallu très émotif a donc fait ses adieux à la maison et aux gens qui, au final, lui ont jamais réellement laissé une chance. Ce que je trouve dommage. Mais en même temps, je pense que je suis pas autant frustré que d'autres, comme on a pu voir dans les réseaux sociaux. Je trouve que la prod a pas nécessairement complètement bien géré cette semaine-là, mais en même temps, je comprends pourquoi les gens ont décidé d'utiliser Fallu comme une élimination facile. Fait que je peux pas blâmer les joueurs d'avoir pris cette décision-là, surtout aussitôt dans la game que ça. Et donc, je veux juste revenir très vite sur la game de Stéphane Fallu, qu'on a finalement pas tant vu. L'histoire de Fallu a été vraiment, il a jamais eu une chance de jouer. Et ça, c'est dommage, parce que la COVID lui a empêché de jouer la première semaine, où, selon moi, il aurait jamais été en danger. Et techniquement, l'a empêché de jouer la deuxième semaine parce que très vite, il est arrivé un peu de nulle part. Il était pas dans les plans de personne. PL, qui cherchait, selon moi, visait déjà à la base des humoristes, cherchait pas à se mettre trop de sang sur les mains. Et quand il disait faire un gros move, au final, je pense que c'était plus parce qu'il se sentait en contrôle, mais au final, pour lui, la stratégie, c'était juste d'éliminer le joueur de trop qui, dans son cas, était Fallu. Et c'est juste dommage parce que, comme lui-même il l'a dit, Fallu a jamais eu la chance de jouer le jeu. En étant sur le bloc dès le début, mais il était déjà, 1 kilomètre en retard de tout le monde, puis il a jamais eu le temps de se rattraper. Autant que je trouvais que Sébastien la semaine 1 a pas pris a pris ses outils en main trop tard, Stéphane n'a jamais eu la chance d'y prendre. Oui, il aurait pu essayer de brasser les choses dans la maison, mais j'ai l'impression que tout le temps il était trop peu, trop tard. Puis tout ça à cause du fait qu'il était juste arrivé en retard. Si j'ai à blâmer la prod pour une chose, selon moi, c'est qu'il n'avait pas pu participer à la compétition du patron. Et donc, il n'a jamais eu la chance d'être en pouvoir et d'être en contrôle sur sa destinée. Puis la seule compétition qu'il a pu participer, c'est le veto, qu'il a malheureusement pas remporté. Mais s'il avait eu au moins la chance de participer à la compétition du patron, ben il aurait pu, peut-être faire quelque chose. Il aurait pu avoir cette chance-là de s'inclure dans la game, puis finalement, il l'a jamais eu, puis ça, c'est dommage. Et j'espère que si jamais Fallu veut, ben qu'il va être réinvité à une prochaine saison pour qu'il ait réellement la chance de jouer à Big Brother. Parce que là, c'est dommage, cette situation. En même temps, c'est la game. Je blâme pas PL, je blâme pas Guylaine, je blâme pas les joueurs dans la maison d'avoir décidé de faire ce move-là, parce que honnêtement, c'est un move facile et logique pour, encore une fois, éviter de tracer les lignes dans le sable qui vont après ça probablement déchirer la maison pour le reste de la compétition. Fait qu'en ayant une cible facile vers laquelle tout le monde peut se rallier pour éliminer, ben ça fait en sorte que les lignes sont pas encore tracées, les alliances sont pas encore testées plus qu'il faut, et ça permet aux joueurs encore de s'adapter dans la maison et de décider dans quel camp ils vont pouvoir se ranger avant que là, la guerre commence pour de vrai. Et donc, je suis content d'avoir vu Fallu là, même si c'était un peu trop court. J'aurais voulu qu'il puisse jouer pour de vrai. Et j'espère qu'il va avoir une chance de jouer pour de vrai dans le futur. Mais écoute, la situation a fait en sorte que c'était pas sa chance à lui. Et j'espère qu'un jour, peut-être, il va avoir cette chance-là qu'il n'a pas eu dans cette saison. Ça nous amène après ça à l'entrevue avec Marie-Mé. Entrevue assez basique. J'ai pas noté grand-chose de cette entrevue-là. On voyait vraiment que Fallu était émotif et ça m'a quand même touché.
je pense que le moment le plus mémorable, puis c'est ce que j'ai aussi vu tourner sur Internet, c'est que lors des messages de revoir que les gens ont laissé à Fallu, on a vu notamment sa réaction au message de Guylaine qui disait un petit peu avoir mastermindé son départ, puis tu sais, que c'était un petit peu à cause d'elle qui était partie, puis on a vu sa réaction il était comme ah blablabla, puis qu'il s'en foutait, puis il était juste écœuré, puis il voulait juste plus rien l'entendre parler. Fait que je pense que autant qu'il était bon joueur avec tout, puis qu'il a quand même bien pris son départ malgré qu'il était émotif, je pense qu'il y a quand même un peu de rancœur envers Guylaine qui était la plus grosse militante pour son départ. Et j'ai hâte de voir comment la game de Guylaine va continuer. Parce que là, elle a assez clairement indiqué comme une grosse joueuse, comme une joueuse qui avait pas peur de mettre son point sur la table pour avoir ce qu'elle voulait. Puis ça, très tôt dans la saison. Donc j'ai hâte de voir si ça va venir un peu la rattraper, le fait qu'elle a décidé vraiment de s'imposer fort vite. Et donc, c'est malheureusement là-dessus que Fallu s'en va et nous, ça nous amène directement à la prochaine compétition du patron. La compétition du patron cette semaine qui s'appelle KO Mémorable et c'est justement en lien avec les images de Round the Box qu'on avait vu plus tôt dans l'épisode. La manière que cette compétition-là va se passer, c'est très simple. À chaque tour, à chaque question, 2 personnes vont s'affronter. La personne qui remporte, évidemment, reste dans la compétition. La personne qui perd est éliminée. Et la personne qui remporte le duel va pouvoir nommer les 2 prochaines personnes qui vont participer au prochain duel. Et ces compétitions-là sont souvent très intéressantes parce que ça permet il y a clairement des manières pour les joueurs et les joueuses d'utiliser cette compétition-là pour décider un peu vers qui ils veulent que ça s'en aille ou non. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette version-là au Québec, c'est que c'est aucunement ça qui est arrivé. On a vu des joueurs faire un peu n'importe quoi. Il n'y a pas eu... évidemment, il y avait la moitié de la maison qui jouait pas parce que les joueurs qui sont confinés pouvaient pas participer à l'épreuve. Et donc, c'est dommage, mais je comprends la logistique de pourquoi ils n'ont pas pu. Mais là, ce que ça a fait, c'est que là, c'est les joueurs qui sont dans l'épreuve ont pas utilisé de stratégie. Normalement, c'est quand tu es la personne qui choisit qui va s'affronter et qui va s'affronter, ben tu veux prendre des gens qui sont pas dans ton alliance pour éviter, pour qu'il y en ait au minimum un qui s'élimine et éviter que ce soit tes alliés qui aillent à risquer de ne pas pouvoir gagner le patronat. Là, par contre, on a vu justement l'Alliance des filles se nommer entre elles pour les challenges pour... j'étais comme, mais vous risquez tellement de vous faire éliminer. Parce que justement, tu as une chance sur 2 pratiquement de perdre. Fait qu'en nommant tes alliés, c'est ultra risqué. Puis là, j'ai vu les filles souvent faire ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faites? Par contre, t'as Marc-Antoine qui a vraiment utilisé de cette stratégie-là pour justement, mettons, éliminer Carl puis s'assurer que ce soit juste les membres de son alliance, donc lui, puis justement les filles, Éléonore, Catherine et Claudia, qui restent à la fin. Parce que je pense que pour lui, c'est ce qu'il voulait qu'il se passe. Puis les filles, évidemment, c'est ce qu'il voulait qu'il se passe aussi. Mais j'ai trouvé que leur stratégie était un peu bâtarde pour se rendre à cette conclusion-là. Mais en effet, c'est vraiment ces 4-là qui sont restés à la fin. Donc, je répète, Marc-Antoine, Claudia, Éléonore et Catherine Peach. Et lors de la round des 4 derniers, c'était un duel entre Marc-Antoine et Claudia. Marc-Antoine a eu la bonne réponse. Claudia est donc éliminée. Par contre, à la reprise vidéo, on a vu Peach indiquer la réponse pendant qu'elle participait pas à l'épreuve. Donc, elle a été disqualifiée, ce qui est probablement la première fois que je vois ça de l'histoire de Big Brother, à ma connaissance. Quelqu'un est disqualifié de l'épreuve parce qu'elle a juste donné la réponse accidentellement. Puis honnêtement, je pense vraiment que c'était un accident de la part de Peach. Elle avait tellement l'air surprise quand elle s'est faite disqualifier que je pense qu'elle s'en était même pas rendue compte qu'elle avait annoncé la réponse, de même comme à haute voix, si on veut, avec ses doigts et tout. Et donc, Peach a été disqualifiée de manière absolument stupide comme ça. Il restait donc juste Marc-Antoine et Éléonore pour le dernier duel. Et c'est finalement Marc-Antoine qui a battu Éléonore dans le dernier duel et qui devient le patron de la maison cette semaine. Ça a été une compétition finalement qui a été haute en rebondissement pour toutes les raisons que j'imaginais pas. Aucune stratégie, un cas de tricherie accidentelle et finalement la victoire de Marc-Antoine qui était pratiquement parti se faire un sandwich pendant que les images étaient diffusées à l'écran. Fait que ça a été la compétition du chaos, mais finalement c'est bel et bien Marc-Antoine qui va être le patron de la maison pour la semaine 3. J'ai hâte de voir enfin comment il va jouer sa game parce qu'à date, il a été assez discret dans la manière dont il jouait la game. T'sais, on le voyait tout le temps un peu, mais il s'est jamais mouillé, puis il osait jamais se mouiller.
Là, maintenant qu'il est au pouvoir, il va devoir nominer des gens. On a vu souvent le nom de Valérie sortir de sa bouche et il a un peu confirmé cette semaine que le plan devrait être d'éliminer Valérie. Donc, est-ce que c'est finalement la semaine où Valérie va partir? Encore une fois, l'élimination potentielle de Valérie, pour moi, me sonne comme une autre élimination facile. Et j'ai l'impression que si c'est vraiment ça le plan cette semaine et que c'est Valérie qui part cette semaine, ça va être la dernière des semaines faciles. Puis je comprends alors pourquoi Marc-Antoine a voulu avoir cette semaine facile-là, éliminer Valérie qui est quand même une paria dans la maison et c'est quand même pouvoir établir des relations avec les gens. Donc j'ai hâte de voir si vraiment le plan d'éliminer Valérie va tenir. J'ai hâte de voir le patronat de Marc-Antoine. Je pense qu'on va avoir une semaine peut-être un petit peu plus tranquille pour la première fois de la saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis ça, on va le savoir dans l'épisode de lundi. C'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. Merci de l'avoir écouté. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez les versions podcast, c'est disponible sur les plateformes qui vont être affichées à l'écran. Et si jamais vous voulez voir les live streams, ça va être les jeudis à 7h15 du soir après les émissions de Big Brother. Et donc, merci encore d'avoir écouté. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!